Bienvenue pour cette exploration approfondie du Maroc, un pays vraiment multiples facettes, là, au carrefour de l'Afrique et de l'Europe. Oui, et pour en parler, on s'est basé sur différentes sources, des analyses géopolitiques, des articles de presse, des témoignages aussi. Exactement, l'objectif c'est de découvrir un peu cette géographie surprenante, l'histoire, la culture, et puis bien sûr la situation politique marquée par une stabilité assez notable, mais aussi ce conflit complexe du Sahara occidental. Oui, et cette géographie, justement, elle est pleine de contrastes. On pense souvent au désert, mais... Mais c'est bien plus que ça. Ah oui, largement. C'est bordé par l'Atlantique, la Méditerranée, ses voisins de l'Algérie, et il y a même ses frontières terrestres minuscules avec l'Espagne, via Ceuta, Melilla. C'est vrai, hein. Et le relief, les montagnes de l'Atlas, le Rif, c'est impressionnant. Le Toubkal, le plus haut sommet d'Afrique du Nord, quand même. Exactement, on y trouve même de la neige, des stations de ski, qui l'eût cru. C'est fou. Et ces montagnes, elles créent cet effet d'ombre pluviométrique, c'est ça? Qui explique le Sahara derrière. C'est tout à fait ça. Du coup, le Sahara se retrouve plutôt à l'est et au sud. La plupart des gens vivent sur les plaines côtières, plus fertiles au nord, à l'ouest. D'accord. Et niveau ressources naturelles, on entend souvent parler des phosphates. Ah oui, alors là, le Maroc est un poids lourd. On parle de 75% des réserves mondiales. C'est énorme. Ça donne un poids stratégique, forcément. Bien sûr. Et puis à l'agriculture, très importante pour l'emploi, la pêche, ils sont les plus grands exportateurs de sardines par exemple, et cette fameuse huile d'argan, unique au monde. L'huile d'argan, oui. Et les chèvres dans les arbres, c'est vrai ça? Apparemment oui, vers Tamri, une image assez pittoresque. Incroyable. Bon, cette géographie façonne forcément le peuple. La culture, on parle d'une identité plurielle, hein. Oui, tout à fait. La base de la population est d'origine amazighe, berbère. C'est même la plus grande population amazighe d'Afrique. Il y a aussi une minorité arabe importante, bien sûr. D'où les langues officielles, l'arabe et l'amazighe. Exactement, l'amazighe avec son écriture tifanag qui a été ravivée. Et puis, il y a le dialecte marocain, la darija, très spécifique, très influencé par l'amazighe, et le français qui reste très présent. Et tout ça donne une richesse culturelle. L'architecture des riads, le zélige, les tapis, la musique gnawa. La cuisine, le tagine, le couscous. Évidemment. Et le thé à la menthe omniprésent. Un vrai rituel social, oui. L'islam est majoritaire, mais il ne faut pas oublier l'héritage juif, même si la communauté est bien plus réduite aujourd'hui. Cette histoire, elle est profonde. Des royaumes berbères anciens, puis les dynasties. Oui, et l'actuelle, la dynastie alaouite, est au pouvoir depuis le XVIIe siècle. C'est une des plus anciennes monarchies au monde encore en place. Impressionnant. Après, il y a eu la période coloniale, les protectorats français, espagnols. Oui, et Tanger en zone internationale, puis l'indépendance en 1956. Et cette monarchie, aujourd'hui avec le roi Mohamed VI, on dit souvent que c'est un facteur clé de la stabilité du Maroc, surtout si on compare avec les voisins. Oui, c'est souvent analysé comme ça. Une stabilité relative, bien sûr, il y a des défis, mais comparé à la région. Et il y a eu des réformes politiques graduelles aussi. Et sur la scène internationale, ça donne quoi? Des relations fortes et anciennes. Avec les États-Unis, par exemple, c'est le plus ancien traité d'amitié américain encore valide. Ça éclaire peut-être des choses. Ah oui, intéressant. Lien très étroit avec la France, économiquement surtout. Avec l'Espagne, c'est plus complexe, les enclaves, l'histoire. Et puis, évidemment, la relation avec l'Algérie est très tendue. C'est ce qui nous amène directement au nœud du problème. Le Sahara occidental. Exactement. Ancienne colonie espagnole, l'Espagne s'en va en 1975. Juste avant, il y a cet avis de la Cour internationale de justice. Qui était nuancé, c'est ça? Lien historique reconnu entre le Maroc et des tribus, mais le droit à l'autodétermination prime. Voilà. Puis il y a la Marche verte, cette grande mobilisation civile marocaine pour revendiquer le territoire. Et l'accord de Madrid dans la foulée. L'Espagne part et laisse l'administration au Maroc et à la Mauritanie. Sauf que le Front Polisario, qui est soutenu par l'Algérie, proclame la République sahraoui, la RASD, et la guerre commence. La Mauritanie se retirera quelques années plus tard. Et c'est là que le Maroc construit ce fameux mur. Oui, le mur de défense ou mur de sable. Un dispositif énorme, 2700 km, avec des mines, de la techno, qui contrôle aujourd'hui environ 80% du territoire, surtout la côte et les zones riches en phosphate. Un cessez-le-feu a été signé en 91, sous l'égide de l'ONU, avec une mission, la MINURSO. Elle devait organiser un référendum d'autodétermination. Mais ce référendum n'a jamais eu lieu. Le gros point de blocage, c'est qui a le droit de voter. Et ce cessez-le-feu, il a tenu. Il a tenu jusqu'en 2020, où il y a eu une reprise des hostilités, même si c'est resté assez limité.
Pendant ce temps, il y a toujours les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, en Algérie. Donc deux visions s'opposent. L'indépendance totale voulue par le Polisario et le plan marocain d'autonomie sous souveraineté marocaine proposé en 2007. C'est ça. Et au niveau international, les lignes bougent pas mal ces derniers temps. Ah oui, Il y a eu la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine en 2020. Et depuis, de plus en plus de pays, et pas des moindres, France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, disent que le plan d'autonomie marocain est une base sérieuse et crédible. la France a même dit récemment que l'avenir du territoire s'inscrit sous souveraineté marocaine et a mis à jour ses cartes. Oui, tout à fait. C'est un changement notable. Mais attention, l'ONU, elle, considère toujours le territoire comme non autonome et appelle à une solution politique mutuellement acceptable. La position officielle de l'ONU n'a pas changé. D'accord. Donc, si on résume, le Maroc, c'est ce pays de contraste saisissant géographie, culture, avec une stabilité politique assez remarquable dans son coin, mais avec cette épine du Sahara occidental qui reste. Exactement. Les évolutions diplomatiques récentes, le soutien grandissant au plan marocain, ça change la donne, c'est sûr. Mais une solution acceptée par tout le monde, notamment le Polisario et l'Algérie, ça semble encore loin. Ce qui nous laisse avec une question en suspens peut-être. Face à cette reconnaissance croissante de la proposition marocaine par des acteurs importants, et ces cartes qui changent, quelle place réelle reste-t-il pour le principe d'autodétermination tel qu'il est classiquement entendu? Et surtout, quel avenir concret pour les Sahraouis qu'ils vivent côté marocain, côté Polisario ou dans les camps en Algérie?